Madame, Monsieur, il est exactement 20h en Ndok-Disbé, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral Cameroun. Bienvenue aux 20h de ce 4 février 2021 sur Refait d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, je suis et je vais, tel est le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer qui s'est célébrée ce jeudi 4 février 2021, une maladie très dangereuse qui touche plus de 60% des populations dans le monde. Nous ferons le point dans ce journal. Chose promise, chose due, lors de sa visite de travail de 2 jours dans la région de l'Ouest Cameroun, après le drame survenu sur la falaise de Sancho à Tchan et en causé 55 morts et 28 blessés, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé, avait promis aux autorités locales de dépêcher un engin pour débarrasser les voitures en panne qui jonchent les routes. Une décision prise lors de son allocution dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation. L'engin en question a commencé ses premières manœuvres depuis ce matin. Nous ferons le point dans ce 20h. En Algérie, le procès des hommes accusés d'avoir enlevé puis décapité le Français Hervé Gourdel, guide de haute montagne, devait s'ouvrir ce jeudi 4 février 2021. Il a été finalement reporté au 18 février en raison de l'état de santé du principal accusé. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir, une fois de plus, je suis et je vais. Tel est le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer qui s'est célébrée ce jeudi 4 février 2021. Une maladie très dangereuse qui touche plus de 60% de la population mondiale. Les précisions dans ce récit de Daniel Emebel. Selon le rapport du Centre international de recherche sur le cancer en 2018, plus de 18,1 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde, dont une augmentation de 20% entre 2012 et 2018. Au Cameroun, par exemple, l'incidence et la mortalité du cancer sont très difficiles à évaluer avec précision. Grâce à son registre des cancers, on peut estimer plus de 15 000 nouveaux cas enregistrés chaque année, soit environ 1 million de cas en Afrique. Des chiffres qui laissent dire que le cancer est une maladie tueuse en silence, car l'on a enregistré en 2015 plus de 8,8 millions de décès selon les types de cancer. Cancer du poumon, 1,69 millions de décès, cancer du foie, 788 000 décès, cancer colorectal, 774 000 décès, cancer de l'estomac, 754 000 décès et le cancer du sein, 571 000 décès. Une maladie qui apparaît à partir de la transformation des cellules normales en cellules tumorales. Un processus passant par plusieurs étapes avec classiquement une évolution vers une lésion précancéreuse, puis vers une tumeur maligne. À côté de ces facteurs, d'autres sont présentés comme des risques au cancer, entre autres le tabagisme, la consommation d'alcool, une mauvaise alimentation et la sédentarité. Bien plus qu'il est prévu d'augmenter à plus de 60% dans l'horizon, l'OMS et les différentes organisations mettent sur pied de jour en jour de nombreuses stratégies ayant un bon rapport coût-efficacité pour réduire la charge du cancer, lui qui se voit peu guérissable à un certain stade et dont les cibles les plus touchées sont les femmes. Rappelons que cette journée mondiale contre le cancer est un événement annuel célébré tous les 4 février, lancé par l'Union internationale contre le cancer en collaboration avec l'OMS. De plus, elle invite les citoyens, les organisations et institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre cette épidémie mondiale du cancer. Comme nous l'annoncions en titre, le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéhé, est passé de la parole aux actes. On se souvient que lors de sa visite de travail de 2 jours dans la région de l'Ouest Cameroun, après le drame survenu sur la falaise de Sancho à Tchan ayant causé 55 morts et 28 blessés, il avait promis aux autorités locales de dépêcher un engin pour débarrasser les voitures en panne qui jonchent les routes. Une décision prise, on se souvient une fois de plus, lors de son allocution dans les services du gouvernement
gouverneur de la région de l'Ouest dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route. L'engin en question a commencé ses premières manœuvres depuis ce matin. Liliane Fogem nous en dit plus. La promesse est tenue. Ce camion à l'œuvre est celui qui a été destiné pour débarrasser les engins usés et mal stationnés sur la chaussée. Nous sommes ici à Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Face aux nombreux accidents sur les axes camerounais et dans son souci de lutter contre l'insécurité routière à l'ouest du pays, le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga-Lebibert vient de passer à l'offensive à travers la mise sur pied de cette initiative. C'est le résultat de la concertation qu'il a eue avec les autorités administratives de la région de l'Ouest lors de son périple de 2 jours du 31 janvier au 1er février 2021 dans cette partie du pays. Il avait aussi, se souvient-on, au cours de cette descente, apporté du réconfort aux rescapés de l'hécatombe du 27 janvier 2021 à la falaise de Songchou à Tchang et rendre hommage aux disparus sur le lieu du drame où il a déposé un gerbe de fleurs accompagné du réseau parlementaire pour la sécurité routière et du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkwa Augustine. C'est au cours d'une séance de travail avec les syndicats des transporteurs et les transporteurs en présence de son ministre délégué, du gouverneur de la région de l'Ouest et du préfet de la Ménois que le patron des transports routiers du Cameroun a pris cette décision d'envoyer un camion d'enlèvement d'obstacles sur la chaussée à l'ouest du pays. L'une des résolutions prises par le ministre des Transports pour stopper l'hémorragie sur nos routes. 24 heures plus tard, c'est-à-dire le 3 février 2021, le camion est arrivé à Tchang, dans le département de la Ménois, au vu et au su de tous. Une action appréciée par la Fédération camerounaise des consommateurs, qui a d'ailleurs tenu à remercier le ministre au nom de la population. Depuis lors, les engins abandonnés et usés qui jonchaient sur la chaussée sont débarrassés et ramenés en fourrière. L'on attend à présent la mise en place des brigades de contrôle mixte pour lutter contre le transport clandestin et la dotation de 2 radars semi-portatifs opérationnels. 8 jours après la catastrophe de Tchang, nous avons rencontré le directeur de l'hôpital de district de cette localité. Il dresse ici l'état de santé des malades internés dans son centre hospitalier. Je vous propose d'écouter le docteur Michel Noubon au micro de notre correspondant à l'Ouest Cameroun. Merci de l'occasion que vous me donnez pour dire un mot sur les statistiques des gens qui ont été admis à l'hôpital suite à l'accident de la falaise de Tchang. Je commence par la faire. Actuellement, nous avons 6 personnes qui sont hospitalisées et que leur état est hors de danger. Donc c'est ça pour les pansements parce qu'il s'agissait des patients qui étaient brûlés au premier degré avec un pourcentage inférieur à 25%. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour eux. Pour ceux qui sont des 23 qui étaient restés ici, on a refait un à Douala, à la garnison militaire où il est pris en charge. Et en dehors de 6, le reste est sorti pour rejoindre la famille. Donc on peut dire que le bilan est satisfaisant. Par chance, des 23 qui sont restés chez moi au départ, on n'a eu aucun cas de décès ici. Donc on peut remercier le Seigneur Tout-Puissant pour la santé de ces patients qui ont échappé à la mort de justesse. Suite aux difficultés financières de la cotonnière industrielle du Cameroun qui avait occasionné la fermeture de son usine de production de Garoua, la présidence de la République du Cameroun a ordonné à la direction générale de la Sodécoton de reprendre les approvisionnements de cette usine en matière première. Une décision qui pourrait peut-être permettre à la cotonnière industrielle du Cameroun de sortir la tête de l'eau. Carole Noukwa. 75 tonnes de coton, c'est le volume de matière première que devra livrer la Société de développement du coton à l'usine SICAM de Garoua. Une cargaison qui permettra à la cotonnière industrielle du Cameroun de faire tourner ses machines pendant au moins 2 mois. Avec cette reprise d'activité dans l'usine de production de Garoua, la SICAM profitera de sa saison haute de production du pagne avec la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars et la fête internationale du travail le 1er mai. Et pour le plus grand bonheur de cette dame, le pagne de la Journée internationale de la femme est déjà disponible et ce en 2 couleurs, le pagne jaune et le pagne orange. Pour satisfaire ses clients cette année, cette structure de textile a mis en place un planning. La priorité a été donnée tout d'abord aux revendeurs qui ont pour la plupart déposé leur argent depuis le mois de septembre.
Et à partir du 10 février, les entreprises, les ministères et les autres institutions seront livrées. Selon le directeur de l'usine de production de Garoua, Adoum Abangana, l'usine aura besoin de 4,5 millions de mètres linéaires de pain de 8 mars. Et en cette période, il n'en dispose que de 2 millions, ce qui pourrait s'avérer être insuffisant vu la demande. Il convient de rappeler que la cotonnière industrielle du Cameroun est en proie depuis de nombreuses années à des concurrents farouches. Des tissus chinois et ouest-africains qui dominent plus de 90% du marché local. Et au cours de l'année 2020, elle a perdu près de 3,5 milliards de francs CFA. Et si celle-ci compte sauver son chiffre d'affaires en 2021 grâce à la réouverture de cette usine de production de Garoua, comment compte-t-elle régler ses impayés auprès de l'assaut de coton ainsi que le paiement des nouvelles factures? De plus, selon le rapport 2019 de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, l'outil de production de la SICAM s'est fortement déprécié avec le temps et l'absence d'un plan de renouvellement progressif a conduit l'entreprise à supporter de lourdes charges de maintenance et d'importants coûts liés à sa faible activité. Comment la cotonnière industrielle du Cameroun compte-t-elle relever la pente quand on sait que dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Cameroun, à l'horizon 2030, le gouvernement camerounais a fixé 4 objectifs à la SICAM. Il s'agit d'augmenter la production cotonnière nationale au seuil de 600 000 tonnes par an à l'horizon 2025, intégrer la transformation industrielle de la fibre locale pour atteindre un taux minimum de 50% à l'horizon 2030, développer une industrie de fabrication et de confection des tenues, notamment de sport, capable de satisfaire au moins 50% de la demande nationale et fournir les grands corps de l'État en tenues et équipements. En une trentaine d'années, les parts de cette entreprise sur le marché local ont connu une baisse drastique en passant de 85% en 1985 à 5% en 2016. Née en 1965 de la coopération entre l'État du Cameroun, la Banque allemande de développement et le groupe français du textile, la cotonnière industrielle du Cameroun est devenue en 2008 la propriété exclusive de l'État. Bilinguisme, outil pour une éducation résiliente, inclusive et de qualité, tel est le thème de la 17e édition de la semaine du bilinguisme lancée avant-hier par la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme. Et à l'occasion faisant, le larron Daniel Emebel a saisi la balle au rebond pour questionner la perception que les citoyens camerounais ont du bilinguisme. Écoutons-le dans ce reportage. Dans le vécu quotidien des Camerounais, les deux langues ne font pas bon ménage. Quand nos compatriotes d'expression anglaise et française vice-versa se retrouvent à Yaoundé ou à Bamenda, au niveau de l'administration publique, dans la rue, les familles ou encore dans les médias, parler couramment les deux langues est un véritable labyrinthe. Combien de Camerounais sont-ils réellement bilingues aujourd'hui, après plus d'un demi-siècle de bilinguisme officiel? Très peu en réalité. Au Cameroun en général, chaque citoyen se perçoit avant tout comme un anglophone ou comme un francophone. Le pays est bilingue certes, mais les citoyens ne le sont pas. On entend très souvent ce genre de critiques dans les milieux populaires. Si l'État était vraiment sérieux dans cette option de bilinguisme, alors pourquoi cette timidité sur le terrain? Dans la Constitution de 1961, le français et l'anglais sont les deux langues officielles de la République fédérale du Cameroun. Celle de 1996 va plus loin en stipulant que les langues officielles de la République du Cameroun sont le français et l'anglais. Les deux langues étant d'égale valeur, l'État garantit la promotion du bilinguisme dans le pays et s'efforcera de promouvoir et de protéger les langues nationales. Mais par rapport à cette disposition constitutionnelle, sur le terrain, la politique du bilinguisme officiel depuis 54 ans connaît un succès mitigé. Non seulement la loi du nombre donne une prééminence certaine aux Français en consacrant une espèce de marginalisation de l'anglais, mais surtout le bilinguisme officiel sert d'alibi à 3 défaillances imputables à l'État au Cameroun. La promotion du bilinguisme n'est pas menée de la même façon dans toutes les régions du Cameroun. Les infrastructures allouées dans les établissements scolaires et en zones urbaines ne sont aucunement comparables à ceux qu'on alloue dans les villages ou dans les confins du pays. Toutefois, l'on constate manifestement la volonté des pouvoirs publics de parvenir à un bilinguisme intégral, ce qui est clairement affiché depuis plusieurs décennies. Au-delà des tests juridiques et des discours qui promeuvent et encadre l'usage des deux langues officielles, le gouvernement s'attelle à ce que la pratique de l'anglais et du français soit enracinée dans le vécu quotidien des populations.
C'est le sens qu'il faut donner à la création en janvier 2017 de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Dans cette mission, cette instance est chargée, entre autres, de veiller au respect des dispositions constitutionnelles qui consacrent l'anglais et le français comme les deux langues officielles d'égale valeur et surtout leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tous les organismes recevant des subventions de l'État. De proposer toute mesure à renforcer le caractère bilingue et multiculturel. La réglementation sur le bilinguisme, le multiculturalisme, autant d'éléments qui montrent à suffire que le bilinguisme au Cameroun n'est pas encore intégral. Beaucoup d'efforts restent à faire. Let us cross our finger and hope that things will change. Vous l'avez bien souligné, vous avez certainement remarqué, selon la loi fondamentale du Cameroun, le français et l'anglais sont les deux langues officielles de ce pays. L'intégration linguistique, qui est une priorité invariablement martelée par les autorités politiques depuis des indépendances, a juste progressé de quelques iota, et c'est ce que semblait nous démontrer Abdul Salam Fagni, qui venait de nous donner ce reportage. Comme je l'annonçais il y a quelques instants, bilinguisme, outil pour une éducation résiliente, inclusive et de qualité, tel est le thème de la 17e édition de la journée du bilinguisme lancée avant-hier par la Commission nationale de bilinguisme et du multiculturalisme. Et à l'occasion, Daniel Emebel a saisi la balle au rebond pour questionner la perception que les citoyens camerounais ont du bilinguisme. Écoutons-le dans ce reportage. Être bilingue ou devenir bilingue en parlant les deux langues officielles du Cameroun, tel est l'objectif de la semaine du bilinguisme. Un concept qui reste très peu appréhendé dans les ménages et par certains citoyens, car ceux-ci jugent ne pas avoir une idée de la semaine du bilinguisme. Ok, vous avez parlé de la semaine du bilinguisme. Bon, c'est que nous, avant, quand nous fréquentait, nous on ne connaissait pas cette histoire-là. Donc aujourd'hui, quand on comprend que le bilinguisme, parce qu'à notre terme, nous on était focalisé que le français. Donc aujourd'hui, quand on envoie à l'école, les enfants à l'école, on comprend que bilingue, le Cameroun est bilingue, il faut causer l'anglais et le français. Ce qui fait que quand l'enfant a un devoir, il vient me trouver à la maison, que je l'aide en ce qui concerne l'anglais, je ne peux pas. Ça, sans vous mentir, je ne peux pas. Je suis obligé de le faire, on appelle ça quoi? Chercher quelqu'un qui peut le faire, les répétitions en anglais et en français. C'est lui qui est au moins mieux placé pour l'expliquer. Dans la semaine du bilinguisme, la semaine du bilinguisme, pour moi, je ne sais pas. Peut-être c'est vous qui pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça signifie. Et après, on n'a pas connu ça à notre état. D'autres, par contre, pensent que cette semaine donne l'opportunité aux jeunes et autres citoyens à parler couramment le français et l'anglais. Le du bilinguisme au Cameroun se porte assez bien parce que dans tous les établissements aujourd'hui, il est inscrit au cours régulier l'anglais et le français. Aujourd'hui, le bilinguisme est une réalité au Cameroun tout simplement parce que on ne saurait dire qu'on parlerait en ce moment d'anglais et de français. Le Cameroun a deux langues officielles, le français et l'anglais. Donc il est important pour nous tous et à nos enfants de maîtriser déjà cet outil de communication et ensuite un outil de travail encore. Bon, ce qui fait donc que moi j'encourage beaucoup plus les jeunes qui sont aujourd'hui lancés vers une expression facile du français et de l'anglais, qui ne parlent plus aujourd'hui le vrai anglais et qui ne parlent plus aujourd'hui le vrai français. Nous, on les encourage donc à bien parler les deux langues dans l'art et la culture et le respect de tout un chacun. Rappelons que cette semaine vise à renforcer la pratique du bilinguisme en s'exprimant en sa deuxième langue afin d'être au Cameroun partout chez soi. Elle est marquée par des manifestations partout au pays et particulièrement dans les établissements où les élèves produisent des chants, poèmes, sketchs dans les deux langues. Parlons à présent de toute autre chose. En Ouganda, après plusieurs années de procès, la Cour pénale internationale a finalement rendu son verdict ce jeudi sur l'enfant soldat ougandais Dominique Oyen, devenu l'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony.
En Algérie, le procès des hommes accusés d'avoir enlevé puis décapité le Français Hervé Gourdel, guide de haute montagne, devrait s'ouvrir en principe ce 4 février 2021. Il a finalement été renvoyé au 18 février en raison de l'état de santé du principal accusé, Lessine Feba. Ce jeudi, la Cour pénale internationale a déclaré Dominique Owen, l'ancien chef de l'armée de résistance du Seigneur, coupable de 61 des 70 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par l'armée de résistance du Seigneur dans le nord de l'Ouganda entre juillet 2002 et décembre 2005. Lors de son arrestation, il avait été accusé de meurtre, de viol, des mariages forcés et de conscription d'enfants de moins de 15 ans. La défense de Dominique Owen avait plaidé l'acquittement, soulignant qu'il avait été lui-même victime de la brutalité du groupe rebelle dès son plus jeune âge. Un argument raisonnable a reconnu la Chambre, mais qui a finalement expliqué que dans cette affaire, seuls les crimes commis par Dominique Owen en tant qu'adulte, responsable et commandant de l'armée de résistance du Seigneur ont été retenus. Il faut rappeler que c'est après plusieurs années de procès que la Cour pénale internationale s'est finalement prononcée ce jeudi sur la sentence de l'Ougandais. Selon cette Cour, plus de 2500 personnes auraient été victimes des exactions commises par le groupe armé de Joseph Kondi qui a longtemps sémé la terreur dans le nord de l'Ouganda. En Algérie, le procès de la mort du Français guide de haute montagne qui avait été décapité en septembre 2014 par le Djoun Ali Kafa, un groupe djihadiste ayant prêté allégeance à l'État islamique prévu à ce jour, a été renvoyé pour le 18 février prochain. Hervé Gourdel, qui s'était rendu en Algérie sur l'invitation des accompagnateurs pour explorer un nouveau site d'escalade, sera kidnappé quelques jours après son arrivée, soit le 21 septembre. Sa dépouille sera retrouvée le 15 janvier 2015 à une vingtaine de kilomètres du lieu du rap dans le massif touristique du Djoudjoura en Kabylie. Dans le cadre de ce procès, 14 personnes sont poursuivies et plusieurs seront jugées par contumace. Un seul suspect impliqué dans l'enlèvement et l'exécution du Français, l'Algérien Abdelhamak Hamzaoui, devra comparaître à l'ouverture du procès devant le tribunal d'Alger. Selon des avocats mis aux arrêts après le drame, il risque la peine de mort. Dans les mois suivant la mort du Français, environ 3000 soldats avaient été déployés dans la région et plusieurs djihadistes avaient été tués. Parmi eux, le chef présumé de Djoun Ali Kafa, Abdelmalek Gouri, et son successeur, Bachi Gaza. Il faut souligner que les prières pour le repos de son âme continuent. Madame, Monsieur, c'est sur cette information, assez triste d'ailleurs, que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Les programmes sont en continu sur Rolfed d'Afrique Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain, quand il sera exactement 20h. Bonsoir. Vraiment